Salut Internet! Je vous arrête tout de suite, je sais bien, on la regarde beaucoup moins qu'avant, pour plein de raisons, mais pour ceux qui ont vécu l'époque bénie de Canal J, Walker Texas Ranger ou le Big Deal, vous le savez que la télé a eu son heure de gloire. Et donc, au-delà des moments gênants, éducatifs, hilarants, historique et inoubliable, je me suis demandé depuis quand ça existait, comment ça fonctionnait, quel fait insolite il y avait à son sujet. Je vous ai fait un petit medley et je vous raconte tout ça juste après notre page de publicité. Ça, c'est William. Salut! Ça, c'est Margot, la compagne de William. Salut! Dans quelques secondes, Margot va vous lire l'historique de recherche de William. Combien coûte 1 million de vues sur YouTube? Est-ce que la technique de la passoire marche réellement? Oh non mais alors Si attendez. tu ne veux pas que ta compagne tombe sur ton historique de recherche, pourquoi est-ce que tu laisserais des hackers, des marques ou des publicités le faire aussi? Pourquoi l'organe génital du canard mesure 42 cm? Alors, ça c'est certainement pour une vidéo top 7. Ils peuvent traquer et enregistrer toutes tes activités en ligne, sauf si tu as CyberGhost VPN. Pourquoi t'as acheté un costume Spider-Man? C'est pour le petit ça, c'est... Il y a écrit taille adulte. Où ça? Là. Hein? CyberGhost VPN masque ton adresse IP, chiffre tes données personnelles et redirige tout ton trafic sur des serveurs sécurisés. Ta vie privée reste privée. Mon face m'a perdu une patte pendant sa mue. A-t-il mal? Écoute, bien-être animal, il avait... Quelques clics à peine, tu es protégé. Un abonnement sécurisé jusqu'à 7 appareils. Et surtout, c'est dispo sur Windows, Apple et Android. Tu peux même partager ton abonnement avec ta famille et tes amis. 3000 €? Une carte Yu-Gi-Oh à 3000 €? Non mais attends. Oui peut-être qu'il... Non mais il y en avait que 3 en France donc forcément faut mettre un... Grâce à CyberGhost VPN, change ta localisation en 3 clics et choisis un pays parmi les 100 disponibles afin de débloquer du contenu géorestreint. Accède ainsi à plus de 35 services de streaming comme Netflix, Hulu et plein d'autres. Est-ce que le mariage est vraiment obligatoire? Comment ça, est-ce que le mariage est vraiment obligatoire? Non mais il manque des mots là, Vanuatu, Fidji, non? Non mais c'était certainement un truc en Polynésie là, et vous me mettez dans une sauce vous avec votre truc là? Profite de la promo exclusive du moment. 83% de réduction et 4 mois gratuits. Clique directement sur le lien en description et la protection de ta vie numérique est assurée. Merci à CyberGhost VPN. J'invoque le dragon blanc aux yeux bleus! En 2013, les scripts des ultimes épisodes de Breaking Bad ont été volés. Et pas n'importe qui, puisque c'était les scénarios de Bryan Cranston, l'acteur principal de la série. Alors qu'il était parti en randonnée, quelqu'un a brisé la fenêtre de sa voiture et a dérobé sa mallette dans laquelle se trouvaient les scénarios. Mais miracle, rien n'a fuité. Le premier écran plat à destination du grand public a été commercialisé en 1997. Et tenez-vous bien, à l'époque, il coûtait 120 000 francs, ce qui correspond aujourd'hui, avec l'inflation et tout ça, à presque 30 000 balles. Regardez le Big Deal ou acheter une voiture, à la fin des années 90, il fallait choisir. Ce truc bizarre là, c'est la toute première télécommande. Elle a vu le jour en 1950 et était surnommée Lazy Bones. Sa petite particularité, c'est qu'elle était reliée à la télé par un fil. Plus besoin de se lever pour aller tourner la grosse molette. Fallait juste pas s'être installé en ayant oublié de prendre Lazy Bones. Sinon, fallait quand même se lever. Savez-vous que les enregistrements vidéo originaux d'Apollo 11 ont été effacés? C'est complètement dingue, mais c'est vrai. Par souci d'économie, les bobines ont été réutilisées et quelqu'un a enregistré quelque chose par-dessus. Et quand je dis originaux, attention parce que c'est un peu technique, je parle des images transmises directement depuis la Lune. Pour les visionner à l'époque, il fallait un équipement spécial. La NASA avait dû convertir ces images dans un format adapté pour que les télévisions du monde entier puissent les diffuser. Moi, je vous parle des enregistrements avant cette conversion. Et justement, en 1976, un stagiaire de la NASA a acheté plus de 1100 bobines pour environ 200 $ pendant une vente aux enchères. Et parmi les bobines, il y avait les originales de ce fameux format adapté pour la télé. Il les a gardées des années et les a finalement vendues aux enchères en 2019 pour plus de 1,8 million de $. L'identité de l'acquéreur n'a pas été rendue publique, mais bon, j'espère que la NASA était sur le coup pour récupérer ça. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer le passage du noir et blanc à la couleur dans quelques télévisions, voilà, autour de la planète. Je vous en ai trouvé quelques-uns bien sympas. Et évidemment, il nous faut un jingle. C'est fini le noir et blanc, la couleur c'est pour maintenant. Et on commence avec la Norvège, qui est en mode mime. Les gars, vous aviez déjà le son, hein. C'était juste la couleur qui arrivait.
Le 14 janvier 1973 est une date historique dans l'histoire de la musique et de la télévision, puisqu'a eu lieu l'Aloha from Hawaii via Satellite. Il s'agit de la première diffusion en direct par satellite dans le monde entier d'un concert. C'est très précis comme intitulé. Et qui d'autre que le King Elvis Presley pour rassembler plus d'1 milliard de personnes devant sa télé? Je peux le dire hein, sans me mouiller, la télé 3D, ça a été un bide. Un échec commercial sans nom. Au début des années 2010, pourtant, on nous annonçait ça comme une énorme révolution. Bah ça a carrément été l'inverse. Le coût, le manque de contenu, la qualité, l'inconfort général ont poussé les groupes à stopper les Hop 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 hop. Ouais, je suis désolé de pirater comme ça là votre vidéo, mais je veux être certain que le prof 7 là, il oublie pas de parler de trucs importants, à savoir des piratages insolites de l'histoire de la télé. Voilà, donc Spider Pirate intervient. Bonsoir. Bon, pour le premier, un peu de contexte. Nous sommes dimanche soir, le 22 novembre 1987. On est en train de regarder un reportage sur le football américain diffusé lors du journal de 21h sur la chaîne WGN9. Et d'un coup, ça coupe. Et puis on voit ça. Et voilà, ce moment a été surnommé l'incident Max Headroom. Il s'agit d'un cas de piratage de signal télévisé et encore aujourd'hui, on sait toujours pas qui a fait ça. La première fois qu'on a entendu parler du mot télévision, c'était pendant l'exposition universelle de Paris lors du congrès international d'électricité. Il a été utilisé par l'ingénieur russe Konstantin Persky et on était en l'an 1900. J'en ai pas fini avec Elvis Presley. Et attention, éloignez les âmes sensibles de l'écran un instant, s'il vous plaît. Comment vous dire? Sachez que son bassin a provoqué de gros scandales suite à ses participations au Ed Sullivan Show. Lors de l'émission du 28 octobre 1956 par exemple, alors qu'il interprétait Hound Dog, son déhanché a été jugé extrêmement suggestif. Ça a été jugé comme tel par plusieurs spectateurs qui avaient peur que leurs enfants soient corrompus, je sais pas trop comment le dire. Visiblement, Elvis, the Pelvis, c'était déjà trop pour les puritains de l'époque. On cite souvent ce débat entre John Kennedy et Richard Nixon comme étant le premier débat présidentiel américain à avoir été diffusé à la télé. Alors, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on peut rien dire, c'est vrai. Mais il faut nuancer un peu. 4 ans avant, en 1956, il y a eu celui entre Eleanor Roosevelt et Margaret Chase Smith qui représentaient chacune leurs candidats respectifs dans le cadre de la campagne des élections présidentielles de 56. C'est technique, on est d'accord. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Roosevelt représentait le démocrate Stevenson et Chase Smith le républicain Eisenhower. La nuance tient donc en un seul mot, présidentiel. En 1960 a eu lieu le premier débat présidentiel qui impliquait les deux candidats eux-mêmes, tandis que 4 ans plus tôt, en 56, on avait seulement leur représentante. Ce qui en fait quand même, je suis désolé, le premier débat politique américain diffusé à la télé. Et justement, puisqu'on parle de Kennedy, son assassin, Lee Harvey Oswald, a lui-même été assassiné par Jack Ruby. Vous connaissez peut-être les photos, très célèbres, mais est-ce que vous saviez que cet événement s'est déroulé en direct à la télévision? Ce qui en fait un des premiers événements de ce genre à être capté à la télé. Je me demande même si c'est pas le premier. J'ai pas trouvé d'autres sources. Lors de la cérémonie des Oscars de 1974, au moment où l'acteur David Niven est en train de présenter Elizabeth Taylor, qui va arriver sur scène, eh bien un homme a déboulé à poil, en plein direct, en faisant un signe de paix. Les réalisateurs de l'émission ont été smart, ils sont restés en gros plan sur David, donc on n'aura jamais de plan large de cet événement. Mais en tout cas, il s'agissait de Robert Oppel, un photographe. Et 50 ans plus tard, John Cena et Jimmy Kimmel lui ont rendu hommage lors de la 96e cérémonie des Oscars. Netflix, avant d'être ce qu'il est aujourd'hui, a d'abord été un service de location de DVD par voie postale. On recevait ce genre d'enveloppe rouge directement dans la boîte aux lettres. Eh bien, l'entreprise a envoyé sa toute dernière lettre le 29 septembre 2023. C'est hyper récent finalement. La première publicité télévisée a été diffusée aux États-Unis le 1er juillet 1941. Elle faisait la promotion des montres Bulova et a coûté 9 $ pour 20 secondes de diffusion. Avec l'inflation, même encore maintenant, c'est pas très cher, c'est à peu près 200 $. Ah, et attention à cette image-là, c'est celle qui tourne partout et c'est pas celle de la publicité en question, c'est une reconstitution. L'original n'a malheureusement pas été conservé, ce qui en fait un des tout premiers cas de lost media, de médias perdus.
Je vous ai déjà montré ce satellite sur la chaîne, il s'agit de Telstar 1. C'est un satellite de télécommunication et c'est grâce à lui qu'au mois de juillet 1962, la première retransmission télévisée en mondovision entre les États-Unis et l'Europe a eu lieu. Les toutes premières images publiques comprenaient entre autres un match de baseball et des paroles du président. Ouais, salut, c'est encore moi, Spider Pirate. Autre piratage important dans l'histoire. Dans les années 80, les gens qui avaient la télé via antenne parabolique, ils payaient plus en abonnement que les abonnés par câble. C'est honteux! Pour protester, le frérot Captain Midnight, il a fait un bel acte de résistance le 27 avril 1986. Un message de protestation sur HBO en pleine diffusion du film The Falcon and the Snowman, le pigeon et l'homme de glace. Bon, il s'est fait choper et a eu une amende de 5000 $. Et en plus, une loi a été créée exprès après. Interdiction de pirater des signaux satellitaires, vous avez compris? Bon. Ghostwatch a traumatisé l'Angleterre. Et je pèse mes mots. Il s'agit d'une émission qui a été diffusée en 92 à l'occasion d'Halloween. Elle se présentait comme un documentaire consacré à la maison la plus hantée d'Angleterre. Jusque-là, hyper cool. Sauf que tout était complètement faux. Un énorme canular. Mais personne n'a prévenu les quelques 11 millions de personnes qui ont regardé l'émission et qui étaient persuadées d'assister à de vraies expériences paranormales. Et ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère, franchement. Le fait qu'elle soit animée par des présentateurs connus de la BBC a ajouté de la crédibilité à la supercherie et les réactions ont été très vives. La chaîne a reçu plus de 20 000 appels et des milliers de lettres de colère. Il y a même eu des cas de stress post-traumatique qui ont été signalés chez des enfants. Le record Guinness du plus long marathon de visionnage de télé était de 94 heures en 2016. Il s'agissait d'un coup de com' du groupe Cyberlink qui visait à promouvoir la sortie d'un nouveau produit. Et je parle au passé parce qu'il y a un an, début 2024, le record a été battu par un Nigérian qui s'est fait un marathon télévisé de 120 heures. Et pour ceux qui ont vu le 197 sur les records dans le monde, ça doit vous faire tiquer que c'est un Nigérian qui a battu le record. Qui dit télévision dit par extension les accessoires liés à celle-ci comme la première télécommande dont je vous ai déjà parlé. Maintenant, voilà le tout premier magnétoscope qui a été développé dans les années 50 par la firme américaine Ampex. Et oui, forcément les gars, c'est un mastodonte, c'était le premier. À ce moment-là, il était uniquement vendu aux studios de télévision à cause de son coût déjà, 50 000 $, et de sa taille évidemment, t'allais pas mettre ça dans ton salon. Dans la catégorie télévision les plus bizarres jamais inventées, voici la montre télévision Seiko. Elle était capable de recevoir des signaux de télévision sur un écran de 1,2 pouces. Et on avait de la chance, parce qu'en plus elle donnait l'heure. Elle a obtenu le record de la plus petite télévision du monde en 1984, et elle apparaît même dans un des films de James Bond. J'ai regardé, vous pouvez encore en trouver d'occasion, hein. C'est assez rare, ça coûte quand même très cher, mais ça se trouve encore. Et juste pour le plaisir, voilà une autre télévision très étrange, et pour le coup elle est très emblématique celle-ci, la télévision soucoupe volante de Panasonic. Elle avait un écran de 5 pouces, une prise pour écouteur, et pouvait pivoter à 180 degrés grâce à son trépied. C'était vraiment une innovation à l'époque, et elle est très recherchée aujourd'hui par les amateurs, les collectionneurs, etc. Jamais 203, après le Walkman, voici le Watchman, une gamme de téléviseurs de poche qui a été développée par Sony à partir des années 80. N'empêche, entre la montre et ça, je sais pas ce que j'aurais choisi à l'époque. Parce que d'un côté, ça te donne l'heure, mais de l'autre, l'avantage du Watchman par rapport à la montre de Seiko, c'est que l'écran est plus grand, de 0,8 pouces. Ouais bon ok, j'aurais pris la montre. C'est fini le noir et blanc, la couleur c'est beau maintenant. Autre passage à la couleur avec les États-Unis cette fois-ci en 1958 et pas grand chose à dire, hein. C'est sobre, c'est sérieux, solennel avec un petit bouton. On a connu plus joyeux. Les prochains seront un petit peu plus excitants, je vous promets. Guiding Light, Haine et Passion en français, peut se vanter d'avoir été le feuilleton le plus ancien de l'histoire de la télévision. 72 saisons et 18 262 épisodes. Si on s'y met tous là maintenant tout de suite, à raison d'un épisode par jour, on est parti pour un marathon de 50 ans. Quand on pense aux métiers disparus, on pense surtout, voilà, à une époque lointaine, hein, des troubadours, des allumeurs de réverbères, des tondeurs de draps. Mais finalement, pas besoin de remonter si loin. La télévision possède déjà un métier disparu, celui de speakerine. C'était une personne chargée de présenter les programmes télé. En France, elles ont définitivement disparu au début des années 90, mais ont duré bien plus longtemps en Belgique par exemple.
L'animateur et historien des sciences, James Burke, a sans aucun doute proposé le meilleur plan de télévision jamais réalisé. À l'occasion d'un épisode enregistré pour son émission Connections, il y a déjà un premier plan où il marche le long d'une fusée en expliquant tout un tas de trucs à propos de gaz, de réactions, machin. Et puis il y a un cut, et pile au moment où il doit illustrer ce dont il parle, il se retourne et il se passe ça. Non, avouez, on pourra jamais faire mieux. Le mec, il avait un créneau, il a dû calculer ça à la seconde près. Ou alors il y a une autre explication, un gars de la NASA était hyper fan, l'a vu pointer son doigt et a appuyé sur le bouton pour faire plaisir au caméraman. Pas besoin de vous expliquer ce que c'est, tout le monde le sait et ça parle tout seul. Mais avant, à une époque pas si lointaine que ça, on avait ça. Ah, fallait pas se tromper et bien connaître ses formes et ses couleurs, sous peine de tomber sur des choses que vos parents ne voulaient surtout pas que vous puissiez voir. Et rangez vos passoires d'ailleurs là, c'est un mythe, ok ? Au-delà de l'ancienne signalétique, celle qu'on connaît actuellement est en fait beaucoup plus réglementaire qu'elle n'y paraît. Je suis tombé sur ce document très intéressant et on voit qu'il y a pas mal d'implications. Par exemple, concernant des chaînes qui ne sont pas spécialisées dans le cinéma, les films interdits aux moins de 12 ans ne peuvent pas être diffusés avant 22h, sauf cas exceptionnel. Et si c'est diffusé à 20h30, interdiction de le faire les mardis, vendredis et samedis, ou pendant les vacances scolaires, ou la veille de jours fériés. Et attention, pas plus de 4 films par an et par chaîne. Ouais, heureux, c'est Spider Pirate, ça va depuis tout à l'heure? Cool. Bon, celui-là, il est un petit peu plus border, d'accord? Je l'assume pas à 100%, mais faut quand même en parler. Le 6 septembre 1987, alors que les téléspectateurs de la respectueuse chaîne Playboy étudiaient une œuvre cinématographique très artistique, hein, qui s'appelle Three Daughters, les 3 filles. Hop là! Piratage d'un gars qui bossait pour une chaîne chrétienne avec le message « Ainsi parle le Seigneur ton Dieu. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ce fut d'ailleurs le premier mec condamné en vertu de la loi contre le piratage de satellites. On en a parlé juste avant. Voici sans doute l'œuvre la plus connue de l'artiste sud-coréen Nam June-paik. Elle a été réalisée en 1976 et représente un violoncelle fait à partir de téléviseurs. Et de manière générale, je sais pas si vous connaissiez cet artiste, mais il a toujours été très inspiré par les télévisions. Que ce soit pour créer des sortes de sculptures, des installations plus ou moins imposantes, des performances live, comme celle-ci là avec l'artiste Charlotte Moorman qui a 2 téléviseurs en guise de soutien-gorge. La télévision la plus chère du monde vaut 2,5 millions de dollars. Voilà, c'est celle-ci, hein, et finalement, bon, c'est juste une télé remplie d'or, il y en a 28 kilos, il y a des diamants, il y a des pierres précieuses. La télé en elle-même doit pas valoir grand-chose, c'est finalement juste toute sa déco qui l'a fait se rapprocher d'une œuvre d'art. La télé a donné naissance à des émissions horribles. Il y a déjà l'émission de télé-réalité serbe Parovi. C'est un truc assez trash dont on a principalement entendu parler en France quand un participant français s'était enfui de l'émission tellement c'était hardcore. Et puis entre autres, parmi les participants, le programme a accueilli cet homme, le président du parti radical serbe, qui a été notamment inculpé et condamné pour crimes contre l'humanité. Voilà, énorme ambiance. Le Jour du Seigneur est la plus ancienne émission de télé française encore diffusée. Elle l'est depuis 1949, ça fait 76 ans que ça dure. Quand on cherche l'ancêtre de la télévision, on tombe rapidement sur le disque de l'ingénieur allemand Paul Nipkow, qui d'ailleurs n'a pas inspiré que la télévision. C'est un domaine hyper compliqué, vraiment. Je suis loin d'être un expert sur le sujet, donc je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Il s'agit d'un disque avec des trous qui tournent devant une image et une lumière. Chaque trou capte un petit morceau de l'image qui est transformé en signal électrique. Ce signal est envoyé à un autre disque qui remet les morceaux ensemble comme un puzzle. Je vous avais dit que c'était compliqué. D'ailleurs, petit fun fact sympa au sujet de Paul Nipkow, si vous vous rendez dans la ville de Lemborg en Pologne et que vous vous promenez, vous pourrez tomber sur ce genre de plaque en forme de téléviseur qui commémore la mémoire de Nipkow à travers un parcours qui lui est dédié. Il y en a 6 en tout dans la ville. Allez, pour finir sur les ancêtres de la télévision, j'en ai trouvé un autre, fictif cette fois. Il est décrit dans Le XXe siècle, c'est un roman publié en 1883. L'histoire suit les aventures d'un jeune homme qui découvre le monde du futur en l'an 1950. Ah forcément pour nous ça fait bizarre, 75 ans que le futur est derrière nous. Mais bon, on se remet un petit peu dans le contexte.
On est à la fin du 19e siècle. Et dans le roman, l'auteur décrit le téléphonoscope. Une invention qui combine les fonctions du téléphone et du téléviseur. Il permet aux utilisateurs de voir et d'entendre leurs interlocuteurs en temps réel. C'est Zoom! Le mec a inventé Zoom en 1883. Ou Skype plutôt, parce qu'on est censé être en 1950, hein, c'est plus trop d'actualité. Selon la Writers Guild of America West, la série la mieux écrite de tous les temps est celle des Sopranos. En deuxième position, vous avez Seinfeld. Et en troisième, la 4e dimension. Ah, ils auraient pu la mettre en 4e place quand même. Bon, en tout cas, voilà, vous avez le podium. Et comme quoi, il y en a pour tous les goûts. L'Eurovision n'a pas été créée pour rassembler les peuples dans une parfaite harmonie de communion, de bienveillance. Pas du tout. À l'origine, il s'agissait d'une expérience technique de diffusion. C'était pour tester les limites de la technologie de diffusion en direct et progressivement l'améliorer. Bon, ça c'était au début, hein. Forcément. Maintenant, on a le droit à ça là, à ça, voilà. Et tout ça, bah, c'est l'Europe qu'on aime, hein. Lorsque la chaîne Gulli a été créée, à l'origine, elle devait s'appeler Gulliver, en référence au personnage de roman. Finalement, c'est juste devenu Gulli, mais avec le logo sur un fond vert, ce qui a quand même donné techniquement un Gulli vert. Si vos habitudes sont d'être un petit peu fatigué chaque 1er janvier, vous vous êtes peut-être déjà réveillé avec le concert du Nouvel An, ou alors vous savez même pas que ça existe. Il a lieu en Autriche depuis 1939, est diffusé à la télé depuis 1958, et la musique jouée est très majoritairement celle de la famille Strauss. Bon, il y a quelques exceptions, par exemple il a fallu attendre 1980 pour qu'un compositeur non autrichien soit interprété, il s'agissait du français Offenbach. Vous savez, Orphée aux Enfers, le French Cancan, tout ça. Si vous voulez y aller, il faut participer à un tirage au sort qui a lieu 1 an à l'avance. C'est fini le noir et blanc, la couleur c'est pour maintenant. Place à l'Allemagne maintenant, qui en 1967 a complètement raté son passage à la couleur. Non mais regardez, le gars là qui appuie après que la couleur soit apparue à l'écran, c'est n'importe quoi. Et vous savez quoi, s'il y a des Chiliens parmi vous qui sont en train de se moquer, votre pays n'a pas fait mieux les gars. Le claquement de doigts qui arrive beaucoup trop tard là, mais qu'est-ce que c'est que ce professionnalisme? Attendez. Voici sans doute l'un des plus gros canulars de la télévision, Space Cadets. C'est une émission diffusée en 2005 qui a fait croire à ses participants qu'ils allaient aller dans l'espace. Entraînement bizarre, tests psychologiques vraiment déjantés, c'était complètement lunaire. Et je vous en parle bien plus longuement dans cette vidéo si ça vous intéresse. Ça, c'est Stooky Bill, un mannequin de ventriloque hyper moche que John Logie Baird, un ingénieur écossais, utilisait pour ses expériences. Pourquoi faire, vous allez me dire? Eh ben, c'est le premier à avoir réussi à filmer une image en mouvement qui a été retransmise en direct dans une autre pièce. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi il a pris une vieille tête de mannequin et pas un humain? Cette photo devrait vous donner la réponse. Vous voyez là, ces grosses ampoules qui chauffent? Bah voilà, bah elles chauffent beaucoup. Personne n'aurait pu se tenir devant tellement ça chauffait. D'où la tête un peu carbonisée de Stooky Bill, je suppose. Alors, je vous ai parlé plutôt de Nipkow, là je vous ai parlé de Baird, des pionniers du développement de la télévision, mais si on continue dans ce sens, je pourrais aussi vous citer lui, qui a inventé un système de télévision mécanique en utilisant un tube cathodique, lui qui a développé l'image dissector, le premier tube de caméra de télévision entièrement électronique et fonctionnel, ou encore lui qui a développé l'iconoscope, un tube analyseur d'images. Bon, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de mecs qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'invention de la télévision, c'est le fruit du travail de plein d'inventeurs, d'ingénieurs, de scientifiques. Il n'y a pas un mec qui est arrivé avec la solution toute trouvée. Twin Peaks est une série cultissime. Pour vous dire, l'épisode pilote a été regardé par plus de 34 millions de personnes, ce qui en fait l'un des plus regardés de l'histoire de la télé. Et sans transition, Paul McCartney a raconté au compositeur de la série qu'il s'était pris un vent par la reine Elisabeth, alors qu'il était en entretien avec elle à propos de son anniversaire. Elle lui a rétorqué qu'elle pouvait pas rester parce qu'elle devait regarder Twin Peaks. Même la reine avait tout compris. Et puis, je me suis dit, en me renseignant là, sur cette histoire de pilote le plus vu, quel programme en France a été le plus regardé de l'histoire? Je pensais que ce serait la finale de la Coupe du Monde 98, mais pas du tout. Le résultat est sans appel, avec plus de 36,7 millions de personnes. On est quasiment à la moitié de la population française. Il s'agit du discours du président Macron au moment de la pandémie liée au Covid. Sinon, hors discours présidentiel, on trouve bien une finale de Coupe du Monde de foot, mais celle de 2018. Et j'ai quelques souvenirs assez sympas. Je me trouvais personnellement au fin fond d'un bar, au fin fond d'un village, au fin fond de la Tanzanie.
L'écran LED le plus grand du monde est celui de la Sphère à Las Vegas. Pas moins de 14 800 mètres carrés. Vous connaissez la surface de votre appart ou de votre maison? Bah, je vous laisse me dire en commentaire combien vous pourriez en mettre dans cet écran. Il y a une grosse controverse au Royaume-Uni depuis longtemps et c'est lié à ça. Il y en a plein des camionnettes de ce type. On raconte qu'elles sont censées traquer toutes les personnes qui regardent la télé sans payer leur redevance. Vous savez, la taxe sur les services de télé. En France, elle a été supprimée en 2022, mais au Royaume-Uni, elle est toujours en vigueur. Et donc ouais, il y a tout un débat depuis des années pour savoir si ces camionnettes sont une arnaque, si elles fonctionnent vraiment ou si c'est une fraude. Et au vu des articles, personne n'arrive à se mettre d'accord sur leur réelle fonction. C'est fini le noir et blanc, la couleur c'est pour maintenant. J'avais trop envie de vous en parler, j'attendais ce moment avec impatience pour le passage à la couleur le plus zélé de l'histoire. Voici l'Australie les gars, en 1975. Ah non mais là on est carrément dans une sorte de pièce de théâtre où les personnages voient la couleur progressivement arriver et paniquent de plus en plus. En vrai c'est trop cool, c'est barré, ils ont l'air de s'être tellement amusés. Pour moi c'est un des meilleurs. Je vous ai pas encore montré la France. Killer Pirate au rapport en novembre 77. Un message audio assez long a remplacé une diffusion de télé locale et elle a fait froid dans le dos. C'était une voix très grave comme ça qui disait être l'extraterrestre Vrion de la Ashtar Galactique Commande. 6 minutes de messages sans queue ni tête. Des centaines d'appels téléphoniques de gens paniqués et c'est normal. C'était la première fois qu'un tel canular avait lieu. Les gens ont dû baliser. La publicité la plus chère de l'histoire est une pub Chanel. Elle a été diffusée en 2004 et met en scène Nicole Kidman. Perso, je m'en souviens très bien, elle passait absolument tout le temps. Son budget, pas moins de 33 millions de dollars ont été nécessaires pour la produire. C'est quasiment le même budget que Very Bad Trip, sorti en 2009. Mais là, on parle d'un spot de seulement 2 minutes. Pour vous dire, si 2 minutes avaient coûté à Very Bad Trip 33 millions de dollars, le budget du film aurait été de 1,7 milliard de dollars. Je vais peut-être débloquer des souvenirs chez certains d'entre vous, les plus âgés, hein, à vous de me dire, moi perso j'ai pas connu ça. Avant, les programmes télé n'étaient pas diffusés en continu. Et pour remplir le petit laps de temps entre chaque émission, il y avait des interludes. Le plus connu en France est sans doute celui du Petit Train. Il a eu plusieurs formes, dont ma préférée, celle de proposer un rébut. C'est tellement cool! Et justement, quand une chaîne ne diffusait plus de programmes, par exemple pendant la nuit, ce genre d'image pouvait être affiché. Ça, j'ai bien connu. On appelle ça une mire. C'était une image fixe, souvent composée de motifs géométriques et de couleurs. Elle était utilisée par les techniciens pour ajuster et calibrer les équipements de diffusion afin d'assurer une bonne qualité d'image et de son. C'est moi, pardon, vous me voyez beaucoup là, excusez-moi, mais j'ai trouvé un autre piratage marrant, terrifiant plutôt, c'est peut-être plus le terme. Dites, vous connaissez la chaîne Wedding Central? Vraiment, c'est normal, elle a duré que 2 ans, n'a émis qu'aux États-Unis et était entièrement consacrée à des émissions de mariage. Eh bien, pendant une de ces émissions, l'image s'est brouillée et a laissé apparaître ceci pendant quelques secondes. C'est terrifiant. Un des plus gros scandales de la télé des années 2000, c'est celui du Nipplegate. En 2004, en pleine mi-temps du Super Bowl, vous savez, il y a ce show spectaculaire à chaque fois, eh bien, Justin Timberlake a tiré un peu trop fort sur le bustier de Janet Jackson et a dévoilé une partie de sa poitrine en direct, devant des dizaines et dizaines de millions de téléspectateurs. Alors, bon, en France, hein, qu'on se le dise, on s'en fichait pas mal de cet événement, mais aux États-Unis, ça a provoqué un énorme tollé qui a duré des semaines. Si la carrière de Janet Jackson a énormément souffert du scandale, celle de Justin, bah pas vraiment hein, en fait. Pourquoi, parfois, avant certains programmes, on entend le Te Deum? Si vous regardez l'Eurovision ou le concert du Nouvel An, vous l'avez forcément entendu. La raison est toute simple, il s'agit de l'hymne officiel de l'UER, l'Union Européenne de Radio-Télévision. Et ça indique qu'on est connecté au réseau Eurovision. D'ailleurs, la première fois qu'on a entendu le Te Deum retentir à la télévision, c'était le 2 juin 1953. Pendant quel événement? Le couronnement de la reine Elisabeth II. Ça a été le premier événement mondial majeur diffusé à la télévision. En France, il s'agit même de la toute première retransmission en direct d'un événement qui avait lieu au Royaume-Uni.
Bon, faut que je vous avoue un petit truc. Je faisais des recherches sur Bonne Nuit les Petits, voir si je pouvais trouver des anecdotes sympas, parce que c'est un programme qui a marqué énormément de monde depuis les années 60. Et ben, vous voyez ce genre de site où, en échange d'un petit billet, vous pouvez avoir une dédicace vidéo de célébrités, au milieu de Jean-Pierre Castaldi, Pascal Légitimus, ou encore Johnny Steff, le sosie officiel de Johnny Depp. Il y a Gros Nounours et Guignol aussi, mais là, je mets pas un centime, hein, faut pas déconner, il fait trop flipper lui. C'est ce qu'on appelle un moment de télévision. En 2013, Stromae est invité sur le plateau du Grand Journal. Antoine Decaune invite la moitié de Stromae à les rejoindre et on se retrouve avec 2 Stromae en face à face. Finalement, les 2 fusionnent avant d'interpréter tous les mêmes. La séquence a nécessité quand même 4 heures de tournage. Promis, c'est la dernière fois que vous me voyez. Mais celui-là, il est parfait. Il fallait que je termine avec lui. Le 11 février 2013, le système d'alerte d'urgence de plusieurs stations de télévision aux États-Unis a été piraté, diffusant un faux message d'alerte annonçant une apocalypse zombie. Ça a touché des stations dans le Montana, le Michigan, le Wisconsin, le Nouveau-Mexique. L'alerte avertissait les téléspectateurs que les corps des morts se levaient de leur tombe et attaquaient les vivants. J'adore, je suis fan. C'est mon piratage préféré. Merci à eux. Je vous laisse avec Prof7. C'est tout pour moi. C'était Spider Pirate. À vous l'antenne. Vous vous souvenez quand on a découvert que le tueur en série surnommé le Grêlé avait participé à Tout le monde veut prendre sa place? Eh bien, un fait similaire était déjà arrivé dans les années 70 aux États-Unis. Rodney Alcala, un tueur en série, avait participé à The Dating Game, une sorte de tournée-manège à l'américaine. Cette photo témoigne de la première démonstration publique de la télévision en France. Cette démonstration a été réalisée par l'ingénieur René Barthélemy à l'École supérieure d'électricité le 14 avril 1931. C'est Suzanne Bridou, la collaboratrice de Barthélemy, qui apparaissait à l'écran. On la voyait parler, fumer et annoncer la diffusion du film muet L'Espagnol à l'épouvantail. Et en ce qui concerne la toute première émission officielle de télévision française, elle a été diffusée le 26 avril 1935 sur la chaîne Radiovision PTT, et ce, depuis le ministère des PTT. Comprenez, le ministère des Postes, Téléphones et Télégraphes. À cette époque, en France, il y avait une centaine de télévisions dans les foyers français, pas plus. Alors qu'au même moment, l'Allemagne et le Royaume-Uni comptent chacun 20 000 postes de télé. C'est un chiffre que la France va atteindre dans les années 50, un tout petit peu à la bourre pour le coup. Et le tout premier JT de l'histoire de la télé française a été diffusé le 29 juin 1949. Le premier reportage était celui d'une course de ballon au-dessus de Paris, c'est tellement cool. Les journalistes qui étaient présents pendant l'événement se sont retrouvés dans un courant d'air froid et leur ballon s'est pris l'unique pommier d'un champ complètement vide. Ils ont enchaîné avec une ligne à haute tension avant que leur ballon ne prenne feu. Les images sont dingues, ça me tue ce premier JT. Télé Paris, ou plus simplement Fernsehsender Paris, est une chaîne de télévision qui a existé entre 1943 et 1944 et qui a été créée par l'occupant allemand à l'époque. Parmi tout ce qu'on pouvait voir à l'antenne, il y avait le duo de clowns Pipo et Rome qui sont devenus des sortes de mascottes de la chaîne. En 2013, grâce à l'émission spécialisée dans les recherches généalogiques Who Do You Think You Are, l'acteur Jim Parsons a découvert qu'un de ses ancêtres était l'architecte français Louis-François Trouard. Il a vécu au XVIIIe siècle et a réalisé notamment plusieurs édifices à Versailles. Bon, je suis en train de vous faire un 77 sur la télévision, j'habite à La Rochelle, évidemment que je dois parler de Fort Boyard. Rien que pour l'hommage, c'est obligé. Au-delà du rendez-vous estival que c'est pour des millions de Français depuis plus de 30 ans, pas moins de 35 pays sont venus au fort pour tourner leur propre version. La plupart des personnages ne parlant pas, ils peuvent participer aux versions étrangères, sauf le père Fouras. Il ressemble à ça dans la version algérienne, à ça dans la version grecque, ou à une sorte d'aristocrate dans la version sud-coréenne, qui est parfois Napoléon apparemment. Le film le plus diffusé à la télévision depuis 1957 n'est pas Rabbi Jacob, n'est pas La Folie des Grandeurs, La 7e Compagnie. Contre toute attente, il s'agit de Delphine 1, Ivan 0. Je suis très honnête, je n'ai jamais entendu parler de ce film, mais il a été diffusé 70 fois, surtout la nuit en fait. Dans les années 50, un gros scandale a éclaté aux États-Unis. On a découvert que plusieurs jeux de quiz étaient totalement truqués. 21, The Big Surprise, The $64,000 Question, ou encore Doto, pour ne citer qu'eux, ont été concernés. Suite à ça, une loi a évidemment interdit ces pratiques frauduleuses.
C'est fini le noir et blanc, la couleur c'est pour maintenant. Ça y est, messieurs, dames, le moment est arrivé. Le passage de la couleur en France. Ça s'est passé en 1967. Je vous laisse profiter de l'ambiance électrique sur le plateau. Et voici la couleur. Voilà, je sais pas à quoi dire. Honnêtement, on garde les mêmes gens, la même énergie, et juste, on leur ajoute un petit chapeau de fête là sur la tête. Je pense que là, ça pourrait être mon moment préféré. Pourquoi le son des pubs paraît toujours plus fort que le film ou que le programme qu'on est en train de regarder? Non, vraiment, vous êtes pas fous, hein, ça arrive à tout le monde, et c'est bien le cas. C'est une technique qui s'appelle la compression dynamique, et c'est utilisé pour retenir l'attention du spectateur. Alors, je sais pas vous, mais perso, quand ça arrive, bah je baisse le son. Donc vraiment, c'est une technique flinguée, hein, qu'on se le dise. Surtout que derrière, je dois remonter le son quand le film revient. Je ne veux vexer personne, mais les téléfilms, dans la très grande majorité des cas, c'est de la daube. Non mais je suis désolé, faut dire les termes à un moment, je le dis tard dans la vidéo, il y a un peu moins de personnes qu'au début, mais quand même, en tout cas c'est la réputation que ça a. Et c'est assez problématique, parce qu'on regarde ça avec notre garde baissée, là, insouciant, et puis un dimanche après-midi, tu tombes sur ça, et tu ne sais pas à ce moment-là que ça va te traumatiser à vie. Je le mentionne parce qu'on est quand même sur le cas très rare d'un téléfilm qui est devenu cultissime pour des générations entières. Un autre moment qui a profondément marqué l'histoire de la télévision, c'est la course-poursuite d'O.J. Simpson, filmée en direct le 17 juin 1994. O.J. Simpson, pour ceux qui connaissent pas, c'est un ancien énorme joueur de football américain qui était accusé du meurtre de son ex-femme et de son ami. Alors qu'il était considéré comme suspect, il a pris la fuite et la police l'a poursuivi sur l'autoroute de Los Angeles pendant environ 2 heures. 95 millions d'Américains ont regardé la course-poursuite en direct. Et la célèbre Ford Bronco a même fini dans un musée consacré au crime. On est presque à la fin de la vidéo, alors je voulais amener un peu de légèreté en mentionnant évidemment le Club Dorothée. D'autres le font beaucoup mieux que moi, mais je ne pouvais pas ne pas évoquer la censure qu'il y a eu autour des animés afin de les adapter à un public plus jeune. Évidemment, il y a la fameuse attaque de la Grande Ourse, hein, incalculable. L'attaque de la Grande Ourse est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. Mais il y a aussi cet instant tragique dans Ken le survivant qui est justifié par une absence de barrière de sécurité, évidemment. Julia, je n'avais pas fini de construire la rambarde, Julia! Je voulais finir ce 77 en apothéose, avec un fait un tout petit peu plus long que les autres, pour vous parler de Susumu Denpa Shonen. J'aurais pu en faire une vidéo entière, et peut-être que je le ferai, parce que c'est complètement fou, je ne connaissais pas du tout cette télé-réalité japonaise qui a été diffusée entre 1998 et 2002. La toute première édition est très connue pour avoir été une sorte de Truman Show à la japonaise. Nasubi devait réunir 1 million de yens en complétant uniquement des formulaires de jeux de concours présents dans des magazines. C'est-à-dire que par exemple, il gagnait une PlayStation qui valait 10 000 yens, et ben ça se déduisait de sa cagnotte jusqu'à ce qu'il arrive à 1 million. Et ça commence comme ça. Il a commencé sa tâche, seul, sans rien, entièrement nu, enfermé dans une pièce, sans savoir que pendant plus d'1 an, il serait filmé et observé par pas moins de 15 millions de personnes chaque semaine. Lui, il pensait que ça allait être diffusé bien plus tard. C'est hyper dérangeant, il y a 1000 détails que je pourrais vous donner. Ah, je pense vraiment que je vais vous en reparler dans une vidéo, c'est incroyable ce fait. Et ça marque la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Évidemment, j'ai dû faire beaucoup de choix pour ce 77, hein, vous l'avez vu, couvrir toute l'histoire de la télévision, c'est pas facile. C'est renoncer à évoquer des centaines de milliers d'anecdotes. N'hésitez pas, vous, à me citer vos souvenirs et vos propres moments marquants. Excusez-moi, c'est encore Spider Pirate, désolé. Je voulais juste vous rappeler, les gars, n'oubliez pas de cliquer directement sur le lien en description pour profiter de 83% de remise et de 4 mois offerts avec CyberGhost VPN, garantie, satisfait ou remboursé sous 45 jours. N'oubliez pas non plus de dire merci à CyberGhost VPN qui vous donne accès à des contenus exclusifs, vous fait faire des économies et protège votre vie privée de gars comme moi. Spider Pirate, dites-leur merci en commentaire s'il vous plaît. Bon allez, c'est tout pour moi, Spider Pirate vous rend l'antenne. Salut Internet. Damn. Oh, j'ai chaud. Et en fait, c'était moi, c'était Doc7 depuis le début. Vous m'avez pas reconnu, hein.